Bonjour à tous. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement dans une fonction produit, UX, data ou tech, et que vous voulez en savoir plus sur la stratégie AI du Boncoin. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie AI du Boncoin, mais surtout de comment on a déployé l'IA et l'IA générative au sein du Boncoin, des bonnes pratiques, des écueils qu'on a rencontrés, et puis des challenges qui nous restent à vivre. Je m'appelle Martin Bertonneau, je suis le CPO du Boncoin, et je suis ravi de vous emmener dans cette aventure autour de l'IA pour les 25 prochaines minutes. Alors avant de vous parler de la stratégie du Boncoin, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Souvenez-vous, 2022, fin 2022 exactement, il s'est passé 3 choses impactantes. La première, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, avec les impacts qu'on connaît aujourd'hui sur X, et puis sur l'élection américaine qui en a suivi. La seconde, et en tant que fan de foot, celle-ci m'impacte beaucoup, c'est la Coupe du Monde au Qatar en 2022, avec la finale France-Argentine de légende, et malheureusement cette frappe de Colomani qui s'arrête sur le gardien et qu'on se souviendra pour toujours. Et la troisième, c'est la raison de cette conférence. C'est l'avènement de ChatGPT. ChatGPT a été lancé le 30 novembre 2022 et a chamboulé littéralement nos vies pour toujours. Que ce soit nos vies en tant qu'êtres humains, mais aussi nos vies en tant que personnes travaillant dans le produit et dans la tech. Ce lancement, qui est révolutionnaire, il va changer le monde à tout jamais. Alors pourquoi je vous dis que ça change le monde à tout jamais? Surtout parce que le lancement de ChatGPT, c'est un peu l'équivalent du lancement de l'électricité, d'Internet ou des smartphones. C'est un lancement qui change notre vie à tout jamais. Il y a un avant et un après, mais la différence, c'est la vitesse d'exécution. La vitesse de déploiement de ChatGPT, elle est juste impressionnante. Imaginez, en 5 jours seulement, 1 million de personnes ont commencé à utiliser ChatGPT. Et en 2 mois, on se parle de 100 millions d'utilisateurs. 100 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, Facebook a mis 4 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, et même TikTok a mis 9 mois pour atteindre ces chiffres-là. C'est juste révolutionnaire. Alors tout le monde s'est essayé à la GenAI à partir de ce moment-là, et on a vu fleurir les applications de GenAI partout, à vitesse grand V. Il y en a 3 majeures sur lesquelles on peut retenir. La première, c'est celles qui sont révolutionnaires, qui nous ont fait gagner en termes de productivité, la capacité de pouvoir analyser des images, créer des vidéos à la volée, c'est juste révolutionnaire. La seconde, c'est celle de notre quotidien. Au quotidien, maintenant, on utilise ChatGPT, je ne sais pas pour vous, pour pouvoir rechercher, et même moi, à titre personnel, je n'utilise quasiment plus Google, et j'utilise quasiment plus que ChatGPT, notamment pour tout ce qui est recherche complexe. Et puis la troisième, beaucoup plus gadget malheureusement, voilà, beaucoup plus ludique. On a pu voir arriver énormément de choses avec l'IA générative, comme les starter packs par exemple, que vous avez vu pendant 1 semaine, 2 semaines sur LinkedIn, polluer votre fil en permanence. Alors chez Le Bon Coin, avec l'arrivée de l'IA générative, on s'est posé la question, mais comment on va la déployer? Et puis on a dit, on veut rester fidèle à nos valeurs, c'est-à-dire qu'on veut être simple et on veut être efficace. Pourquoi? Parce qu'en France, 1 personne sur 2 utilise Le Bon Coin. C'est pour ça que chez Le Bon Coin, la simplicité, elle doit rester le maître mot, et qu'on veut innover discrètement pour impacter massivement. Alors, pour ceux qui n'ont pas en tête les ordres de grandeur du Bon Coin, Le Bon Coin, c'est quoi? Le Bon Coin, c'est une entreprise qui a quasiment 20 ans d'expérience, 19 ans exactement, et qui est utilisé chaque mois par 30 millions de Français. Chaque mois, 30 millions de Français différents se connectent sur Le Bon Coin. Donc on n'est plus une start-up, on est une grosse boîte de la tech. Et aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est le leader à la fois du marché immobilier, automobile, des biens de consommation. Et plus récemment, Le Bon Coin s'est lancé sur le e-commerce en déployant le paiement et la livraison. Et aujourd'hui, on fait partie des 10 plus gros e-commerçants en France. Tout ça, c'est possible par le fait qu'aujourd'hui, on a 1500 collaborateurs
qui travaillent au Bon Coin, dont la moitié dans les équipes produits et tech. Le tout réparti dans 60 feature teams. Ça vous donne un petit peu la taille du Bon Coin. On est une grosse boîte de la tech en France et on a les moyens de nos ambitions. C'est pour ça que l'IA, ce n'est pas un sujet nouveau pour le Bon Coin. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que le Bon Coin fait de l'IA. Et vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Eh oui, parce que l'IA est transparente pour nos utilisateurs. On a commencé en 2014, donc il y a un peu plus de 10 ans, avec des algorithmes de machine learning, notamment pour la modération. Et puis, je vous le disais, en 2022, avec l'avènement de l'IA générative, on a commencé, dès l'année d'après, quelques mois après, on s'est lancé avec nos premiers use cases d'IA générative en production, et j'y reviendrai juste après. Aujourd'hui, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, le Bon Coin, c'est 25 data scientists et machine learning ingénieurs qui travaillent au sein du Bon Coin, répartis à peu près dans 11 équipes qui sont focus sur des sujets IA et qui ont produit plus de 70 use cases d'IA en production. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à notre modèle de données, le nombre d'utilisateurs qu'on a, mais aussi le fait qu'on a 1,3 pétaoctets de données sur lesquelles nos data scientists et machine learning ingénieurs peuvent s'appuyer. Alors, comme je vous le disais, on a environ 70 use cases d'intelligence artificielle en production sur le Bon Coin. Donc vous vous demandez mais un peu qu'est-ce qu'on a mis en place. En gros, en tant que marketplace, on peut regrouper ça en 3 cas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une marketplace, son rôle, c'est tout simplement de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs. Donc pour ça, on a beaucoup travaillé sur les vendeurs, notamment sur le dépôt d'annonces, où notre enjeu, c'est de simplifier ce dépôt d'annonces. Et là, comme vous pouvez le voir derrière moi à l'écran, par exemple, on a mis en place du détourage automatique d'annonces et de photos pour rendre plus qualitatif la photo et premiumiser notre expérience. Ensuite, sur la partie acheteur, là, on a mis en place de la pertinence pour pouvoir améliorer les résultats de recherche, mais surtout, on a mis en place également des nouveaux moyens de recherche, comme la recherche visuelle ou la recherche conversationnelle. Donc c'est aussi des nouvelles façons de pouvoir utiliser l'IA. Et puis le dernier point, c'est qu'en interne, on se met aussi un point d'honneur à utiliser énormément l'IA. Donc par exemple, on a notre propre moteur ChatGPT interne, confidentialité de nos données oblige, mais on a également déployé énormément d'outils qui permettent d'améliorer la productivité, notamment au service client, et j'y reviendrai juste après. Alors concrètement, prenons un cas concret du déploiement de l'IA au sein du Bon Coin pour nos utilisateurs. Je vais vous prendre le cas du dépôt d'annonce, parce que je pense qu'ici, dans cette salle, quasiment tout le monde a déjà déposé une annonce sur le Bon Coin. Lorsque vous déposez une annonce, vous êtes déjà arrivé sur ces problèmes-là, de vous dire « Oh là là, mais dans quelle catégorie je vais déposer mon bien ? Il y en a 90. » Puis après, comment je vais mettre en valeur mon bien ? Comment je prends bien ma photo ? Puis après, vous allez vous poser la question, oh là, mais qu'est-ce qu'il faut que j'écrive en termes de description? J'ai aucune idée, moi c'est un objet, c'est un objet. Puis après, vous allez vous demander, mais c'est quoi le prix? Alors là, vous allez retourner, vous allez faire une recherche sur le moteur de recherche, vous allez regarder les différents prix, et vous allez dire, ah d'accord, je vais le mettre là-dessus. Ah mais mince, j'ai quitté le dépôt, il faut que je revienne dessus. Bon, ça, c'est un peu la vie de nos utilisateurs. Le problème de ça, c'est qu'un utilisateur sur 3 n'allait pas au bout de son dépôt. C'est énorme. Et ça, l'IA nous a permis de le repenser complètement. Aujourd'hui, on a complètement repensé notre parcours de dépôt d'annonce, et déposer une annonce n'a jamais été aussi simple pour un utilisateur que depuis qu'on a de l'IA et l'IA générative dans nos parcours. Aujourd'hui, il vous suffit d'avoir un titre, une photo, et tout est automatiquement pré-rempli pour l'utilisateur. C'est juste magique. Je vais vous prendre un exemple concret. Je veux déposer un Lego technique. Donc là, vous voyez, je tape mon titre Lego technique. Et là, on me propose automatiquement la catégorie jeu et jouet. OK, bonne nouvelle. Ensuite, j'ajoute une photo. Et là, automatiquement, on analyse cette photo et on est en mesure de pouvoir vous dire, OK, c'est un Lego, c'est un jeu de construction, c'est pour les 7 à 12 ans. Je n'ai rien à faire, tout est automatique. Ensuite, arrive le moment de la description. Pareil, là, grâce à l'IA générative, j'ai la possibilité désormais d'avoir une description qui est automatiquement écrite pour moi, basée sur la photo, le titre et les critères de l'annonce.
Donc ça, c'est un gain de temps, et c'est surtout un moment beaucoup plus agréable pour l'utilisateur que de devoir se poser la question « qu'est-ce que je vais devoir écrire ?» Puis après, on arrive à l'étape du prix, où là, le prix, je ne sais pas forcément à quel prix il va falloir que je mette mon annonce. Donc là, pareil, on me propose une fourchette de prix, et on me met des annonces similaires pour pouvoir me rassurer. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on avait de la modération, donc une fois que je valide mon annonce et que je l'envoie en ligne, les algos de modération prennent le relais, vérifient qu'elles sont conformes et les poussent en production. Ça, ce nouveau système nous a permis d'avoir un parcours déjà fluide pour l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, maintenant, plus de 96% des utilisateurs vont au bout de leur parcours, mais surtout, ça nous a permis d'avoir des annonces beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues en termes de description, beaucoup plus qualitatives, et donc beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, grâce à Parcours et grâce à l'intégration de l'IA générative, on a amélioré notre efficacité de 20%. 20% de contacts en plus ou de transactions en plus grâce à ce parcours. Et ça, il nous a fallu scaler ensuite, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un peu un ordre d'idée, Le Bon Coin, c'est 1 million de nouvelles annonces qui sont déposées chaque jour sur Le Bon Coin. Donc il faut que ces modèles, ils marchent sur du volume et qu'ils répondent très rapidement. Alors là, vu comme ça, vous allez me dire « c'est hyper simple d'intégrer la GenAI, il faut y aller ». Pas du tout. Alors comme Rome ne s'est pas construite en un jour, intégrer la GenAI au sein du Bon Coin ne s'est pas fait non plus en une journée. Et je vais vous prendre un exemple concret. Tout à l'heure, je vous disais que Le Bon Coin était devenu un des leaders du e-commerce. Et c'est le cas. Aujourd'hui, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on fait jusqu'à 400 000 transactions en une journée, notamment lorsqu'on fait nos week-ends promotionnels. Pour vous donner un peu un point de comparaison, parce que 375 000, ça paraît un gros chiffre, mais on ne se rend pas forcément compte, Fnac Darty, que tout le monde connaît, c'est à peu près 250 000 transactions par jour, les boutiques et le web cumulés. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée de l'impact de ce que c'est que faire 375 000 transactions de vente de biens en ligne sur une journée. Le problème de ça, donc ça on est très content, mais le fait de faire beaucoup plus de volume a généré aussi le fait que le nombre de contacts au service client a juste doublé. Et ça a généré 3 éléments. Le premier, c'est beaucoup plus de coûts, parce qu'il y a plus de contacts au service client. Le deuxième, c'est une dégradation de la durée moyenne de traitement, parce qu'on mettait beaucoup plus de temps à répondre à nos utilisateurs. Et puis la troisième, qui était corrélée à ça, c'est la satisfaction de nos utilisateurs, qui était en décroissance. Et qui plus est, sur le fait qu'on ait des cas un peu complexes à gérer, parce que c'est des cas majoritairement de litiges entre utilisateurs. Alors dans ce contexte-là, on a créé Marcus. Alors Marcus, qu'est-ce que c'est? Marcus n'est pas un chatbot. Marcus, c'est un assistant GenAI qui est là pour répondre automatiquement aux questions de nos utilisateurs. On n'a pas voulu faire un chatbot parce qu'on voulait ne pas rentrer dans une logique d'échange en permanence, d'arbre de décision. On s'est dit, OK, maintenant avec l'IA générative, on a la possibilité de comprendre le besoin de l'utilisateur et de faire une réponse en one-shot. Donc ça, c'est le parti pris qu'on a pris. Et si on n'est pas en mesure de répondre, dans ce cas-là, on prend la suite avec des humains, avec notre service client, qui prend la main et qui est capable de pouvoir traiter des cas plus complexes ou lorsque Marcus n'est pas en mesure de pouvoir répondre. Alors la question que vous vous posez tous, c'est comment on l'a monté? Alors tout d'abord, il y avait 2 choses qui étaient importantes à nos yeux. La première, c'était le fait d'avoir une démarche itérative. Et la deuxième, c'était de collaborer entre les équipes, et notamment entre les équipes PNT et les équipes service client, qui sont les sachants. Concrètement, en 2023, donc juste après le lancement de l'IA générative, au lancement de ChatGPT, on a décidé de faire un proof of concept, un POC, où on a pris différents LLM, on les a testés, et on a injecté l'intégralité de nos FAQ du service client dans ces LLM. On a testé, et puis on a fait travailler main dans la main les équipes service client et les équipes produits et tech, et notamment très spécifiquement les data scientists, puisque ça a été incubé dans une équipe de data science spécifique, pour pouvoir créer ce modèle. On a fait différentes itérations, et on s'est dit, waouh, c'est génial, on part en prod, c'est révolutionnaire. Bon, le problème, c'est que ce n'était pas vraiment ce que pensaient nos utilisateurs. On a rencontré plein de limites. La première, c'est que Marcus n'était pas en mesure de pouvoir répondre à énormément de questions. Donc il avait un flot de réponses très limité. Le deuxième, et ça c'était beaucoup plus embêtant, c'était la pertinence de nos réponses.
parfois même, Marcus hallucinait. Pour vous donner un ordre d'exemple, lorsque on posait une question au service client, parfois, le Marcus pouvait répondre le numéro de téléphone du service client du Boncoin, sauf que tout se passe par email et que nous n'avons pas de numéro de téléphone de service client, ce qui est assez embêtant. Et puis le deuxième élément, c'est que la satisfaction des utilisateurs était vraiment mauvaise, soit parce qu'on répondait de façon pas pertinente, soit derrière parce que c'était aussi généré par un bot, par de l'IA générative pour eux, et donc ça crée de la frustration. Donc la promesse de gain de temps qu'on voulait avoir avec Marcus, et de pouvoir répondre en moins d'une minute à nos utilisateurs, elle n'était pas du tout adressée. Mais c'est pas grave. En testant rapidement, on a appris, et surtout on s'est dit, OK, il y a un potentiel qui est monstrueux, il faut juste y passer un peu plus de temps. Donc on a fait 3 éléments majeurs pour pouvoir améliorer Marcus. Le premier, c'était d'améliorer la qualité de nos réponses et de couvrir un plus large scope. Pour ça, on a fait 5 éléments majeurs qu'il faut que vous gardiez en tête. Le premier, c'est qu'on a mis un LLM sur un LLM. Ça peut paraître assez fou, mais en fait, aujourd'hui, Marcus, quand il reçoit les réponses, enfin les questions des clients du service client, en fait, les mails ils sont très longs, les gens racontent leur vie, il y a beaucoup d'informations, et donc on a mis en place un premier LLM qui vient simplifier, résumer et donner l'essence même de la question à Marcus, pour pouvoir y répondre de façon pertinente. Le deuxième élément, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle une Shadow FAQ. Une Shadow FAQ, c'est quoi? C'est une FAQ comme ce que vous avez disponible, mais uniquement en interne, qui a permis de nourrir Marcus et de lui donner beaucoup plus d'informations pour pouvoir enrichir sa base de données. Le troisième, c'est un peu un b.a.-ba, mais aujourd'hui, l'IA générative, ça va très vite, les outils qui sont à notre disposition vont très vite, et donc il y a énormément de mises à jour à faire. Donc on est parti sur la version cloud, d'abord on a commencé avec la V2, aujourd'hui on a la V 3.7, mais à chaque fois que vous faites une mise à jour, vous gagnez en efficacité. Donc ça, c'est aussi important de ne pas négliger cette partie-là. Et puis le quatrième élément, c'est qu'on a mis en place une brique de post-traitement à la fin de Marcus, juste avant qu'il réponde, notamment pour éviter certains mots-clés. Par exemple, je vous parlais du fait qu'on communiquait un numéro de service client qui était inexistant. Bon, ben là, ici, on a une brique de post-traitement qui dit « Non, vous ne communiquez pas de numéro de service client ». Et tout ça, et le cinquième élément, il est clé, c'est de pouvoir travailler beaucoup en itératif, à la fois en offline dans une sandbox, mais aussi online. On a fait énormément de picking avec les équipes service client et data science pour pouvoir améliorer nos prompts au fur et à mesure. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé sur l'ingestion de données personnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous attendez une réponse du service client, vous voulez qu'elle soit personnalisée. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque l'utilisateur nous écrivait pour dire « Où est mon colis ?», une classique, aujourd'hui, jusqu'à présent, Marcus répondait les informations de la FAQ, c'est-à-dire si vous utilisez le transporteur A, cliquez sur ce lien. Si vous utilisez le transporteur B, cliquez sur ce lien. Ce n'est pas vraiment la réponse que vous attendez. Donc on a décidé d'ingérer les données personnelles de nos utilisateurs pour pouvoir les connaître et que Marcus puisse faire une réponse personnalisée, mais aussi toutes les données transactionnelles de ce qui est en train de se passer, notamment les modes de livraison. Donc aujourd'hui, quand vous posez la question à Marcus « Où est mon colis ?», il est en mesure de vous répondre exactement « Où est votre colis ?» Et ça, c'est extrêmement important pour la satisfaction utilisateur. Et puis le troisième élément, c'est qu'on s'est aperçu que ce travail, ça allait être un travail de longue haleine. On n'allait pas juste avoir un quick win en 3 mois et que ce serait terminé. Ça allait être un travail sur lequel il va falloir qu'on investisse pendant des mois, voire pendant des années. Donc on a décidé de sortir de la logique de proof of concept et de sortir des équipes data science ce projet et de le mettre intégralement dans une équipe qui était en charge des outils pour les services clients en y mettant des data scientists dans l'équipe. Et donc ça nous a permis d'être plus autonomes, de pouvoir plus itérer et d'avoir les équipes data science au plus proche des équipes qui développaient ces features. Au vu de ça, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu que toutes ces modifications, ces 3 modifications majeures, elles avaient un impact majeur sur la satisfaction utilisateur et sur Marcus. Par contre, tout ça, ça a mis 1 an à être développé. Donc ça ne s'est pas fait en un jour. Premièrement, ce qu'on a vu, c'est qu'on a été capable de pouvoir multiplier par 20 le nombre de tickets auprès duquel Marcus est en mesure de pouvoir répondre. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, 1/3 des questions qui sont ouvertes, qui sont posées au service client, maintenant sont traitées automatiquement. Le deuxième élément, c'est la satisfaction. La satisfaction, en ayant des réponses plus pertinentes, mais surtout plus personnalisées, elle est montée de 7 points. Donc ça aussi, c'est un beau win. Et ce qui fait que, en ayant été capable de pouvoir traiter plus de questions
et en étant capable de répondre de façon plus qualitative, là, on était vraiment en capacité d'avoir notre promesse de pouvoir répondre en moins d'une minute à nos utilisateurs. Donc là, on était super content et on est super content de Marcus. Par contre, on a encore plein de progrès à faire. Le premier, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, une question sur deux qui est répondue par Marcus est rouverte par les clients. Alors, dans certains cas, c'est pour nous dire merci, ça a bien répondu, donc ça, on est content, très bien. Mais parfois, c'est pour nous dire que la réponse est incomplète ou qu'elle est erronée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue d'améliorer, d'itérer sur notre modèle. Et puis le deuxième élément, qui est beaucoup plus dur à pouvoir traiter, c'est la satisfaction de nos utilisateurs. Aujourd'hui, la satisfaction, elle est plus basse que lorsque c'est un humain qui répond à réponse équivalente. Pourquoi ? Parce que la réponse elle est arrivée en moins d'une minute et qu'elle est signée par le fait que ce soit un agent de GenAI qui répond par Marcus, qui répond automatiquement, et donc pas par un vrai humain. Et donc il y a ce côté de déshumanisation, et ça ne plaît pas à nos utilisateurs. Donc ça fait aussi partie des éléments sur lesquels il va falloir qu'on travaille pour pouvoir améliorer. Alors aujourd'hui, on a deux grands types de challenges qui nous restent à craquer. Le premier, vous l'aurez compris, c'est d'itérer énormément, de continuer à améliorer nos prompts, mais aussi de pouvoir être en mesure d'A/B tester. Parce qu'aujourd'hui, tous les prompts qu'on met en prod, on les met en prod, on regarde ce qui se passe et on passe au suivant. Et on fait en permanence de before-after. Et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir un moteur d'A/B test qui nous permet de lancer plusieurs prompts en même temps et de sélectionner celui qui est le plus pertinent et le plus efficace. Et puis le deuxième, et ça il va parler à beaucoup de monde ici, c'est la gestion de nos coûts. OpenAI, ça leur coûte beaucoup d'argent de pouvoir faire tourner leur modèle. Donc leurs modèles de facturation, ils sont super chers sur les LLM, quel que soit le prestataire que vous utilisez. Et avec ce système de facturation au token, ça peut vite coûter très cher la GenAI. Donc pour ça, on est en permanence à faire évoluer et itérer sur nos modèles pour pouvoir s'assurer qu'on paye le moins cher possible. Et c'est d'autant plus important dans un modèle où on scale sur 30 millions d'utilisateurs. Et puis le deuxième élément, c'est les data scientists. Les data scientists, vous n'en avez pas beaucoup dans votre entreprise, nous non plus, on a 25 de data scientists et machine learning ingénieurs. Donc c'est une ressource rare, et on n'a pas envie que cette ressource, elle passe du temps à faire des prompts, on a plutôt envie qu'elle passe du temps à construire les modèles. Et ça, c'est un challenge aussi qu'on a au quotidien en interne. Et donc pour ça, on est en pleine révolution au sein du Boncoin, on est en train de réfléchir à une évolution de nos métiers. On a un chantier justement pour pouvoir faire évoluer ces métiers en interne, pour donner plus d'autonomie à nos collaborateurs. Et ce qu'on veut, c'est donner la main, par exemple, aux experts du service client pour pouvoir écrire les prompts eux-mêmes et ne plus passer par des data scientists. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on repense nos métiers en interne, et ça, avec l'IA, ça va arriver à tout le monde. Mais surtout, et ça c'est très important, il faut qu'on forme en interne. On a commencé à former tous nos collaborateurs à l'IA, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans IA. Et plus spécifiquement, on commence à former sur la partie prompt engineering, parce que c'est une vraie compétence. C'est un nouveau métier qu'il faut garder en tête. Et le dernier point, c'est que faire du prompt, alors quand vous utilisez ChatGPT, c'est facile, il y a une interface, elle est compréhensible. Mais quand vous utilisez des outils de dev, c'est beaucoup plus complexe. Vous regardez la chaleur, vous regardez la précision. Et donc là, il nous faut également des outils pour comprendre, pour autonomiser les personnes qui font les prompts. Parce qu'aujourd'hui, une personne du service client, elle ne peut pas rentrer dans les outils de dev pour pouvoir faire son prompting. On arrive à la fin de cette conférence, et pour conclure, il y a 4 points importants que j'aimerais que vous reteniez du succès de l'intégration transparente de l'intelligence artificielle au sein du Boncoin. Le premier, c'est qu'il faut itérer. N'ayez pas peur de commencer petit, d'itérer, d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Le deuxième, c'est que pour faire quelque chose de bien, il va vous falloir de la donnée. Le fait de pouvoir s'appuyer sur 30 millions d'utilisateurs, pour nous, ça nous aide énormément. Le troisième, c'est un b.a.-ba dans notre métier de produit, mais c'est d'être focusé sur les besoins utilisateurs, mais c'est surtout de rendre transparent l'usage de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas à l'utilisateur de supporter la complexité technique de l'IA. Et puis le dernier point, c'est de co-construire entre les différentes équipes, entre les équipes techniques, entre les sachants, et surtout de former vos collaborateurs. Formez-les à l'IA, c'est extrêmement important. J'espère que cette conférence vous permettra de mieux appréhender les sujets IA au sein de votre entreprise et de la façon dont le Boncoin les a abordés. Si vous voulez en savoir plus, vous avez à la fois sur la stratégie IA et sur la stratégie tech produit du Boncoin. Vous pouvez vous rendre sur le médium du Boncoin ou sur notre page LinkedIn.
et je serai disponible après la conférence pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous.